Dans un royaume où les rois écrivent l'histoire, une femme s'apprête à la réécrire. Au cœur du Dahomey, dans un monde de trahison, de guerre et de couronnes arrachées dans le sang, vous entendrez une mélodie. Celle d'une femme qui ne devait pas régner. Celle d'une guerrière qui a forcé le destin en portant le masque d'un mort. La reine que l'on a voulu oublier. Mais le silence est parfois plus bruyant que le tonnerre. Le soleil de plomb écrase le plateau d'Abomey. Nous sommes au milieu du XVIIe siècle, dans ce que les cartes européennes appellent encore la côte des esclaves, mais que les peuples de la région nomment déjà leurs terres ancestrales. Le royaume du Dahomey n'en est qu'à ses balbutiements. Il est le fruit du labeur d'un homme, Ouegbadja, le troisième roi, celui que l'histoire retiendra comme le véritable architecte de cette nation. Pour comprendre Tassi Angbay, il faut d'abord comprendre ce monde qu'il a vu naître. Le Dahomey n'est pas un royaume comme les autres. C'est un creuset bouillonnant où se mélangent les traditions yoruba, les croyances fon et une volonté farouche d'indépendance. Les palais royaux d'Abomey ne sont pas encore les labyrinthes de murs ocres que les voyageurs décriront plus tard. Mais ils commencent à s'élever, brique après brique, cimentés par le sang des sacrifices et la sueur des captifs de guerre. La société est structurée comme un arc tendu. Au sommet, le roi, considéré comme un être sacré, descendant des dieux et intermédiaire entre le visible et l'invisible. Autour de lui, une cour complexe de dignitaires. Les grands ministres comme le Migan, chef de la justice et des exécutions, ou le Go, chef de l'armée. Tous sont des hommes. Les croyances vaudounes imprègnent chaque instant de la vie. Les ancêtres ne sont pas morts, ils veillent. Les arbres, les rivières, les collines abritent des esprits qu'il faut honorer. Le ciel lui-même obéit à des lois que seuls les prêtres savent déchiffrer. C'est dans ce monde que Ouegbadja prend plusieurs épouses. L'une d'elles s'appelle Adonon. Elle porte dans son ventre un secret que les devins ont peut-être déjà prédit. Elle ne porte pas un enfant, mais deux. Dans la cosmogonie fon, les jumeaux, les Oovi, sont une manifestation particulière du sacré. Ils ne sont pas deux êtres séparés, mais les deux moitiés d'un même tout, un équilibre parfait entre des forces complémentaires. Quand Adonon donne naissance, le palais retient son souffle. Le premier enfant qui apparaît est un garçon. On le nomme Akaba. Puis, dans un dernier effort, le deuxième enfant se présente. Une fille. Ses premiers cris ne sont pas des pleurs, dit la légende, mais une sorte de mélodie. Comme si elle saluait le monde en chantant. On la nomme Angbay, la voix de la chanson. Dès leurs premiers instants, les deux enfants sont inséparables. On les allaite ensemble, on les baigne ensemble, on les porte ensemble dans le même pagne. Ils grandissent en se regardant comme dans un miroir, chacun trouvant dans l'autre son reflet, son complément, son allié pour la vie. Les années passent. Akaba et Angbay grandissent dans l'enceinte du palais royal, bercés par les tambours et les chants de louanges. Mais Ouegbadja est un roi guerrier, pas un poète. Il veut que ses enfants soient forts. Alors, contre toute tradition, contre toute attente, il décide que sa fille recevra la même éducation que son fils. C'est une décision qui fait grincer des dents dans la cour des dignitaires. Une femme apprendre à manier le coupe-coupe? Une femme participer aux exercices stratégiques?
Les murmures parcourent les couloirs du palais comme des serpents, mais personne n'ose contester le roi. Angbei apprend donc à bander l'arc jusqu'à ce que ses doigts saignent. Elle apprend à charger avec la lance, à frapper avec le sabre, à viser la gorge et le ventre, les points faibles du corps humain. Elle apprend surtout à lire le terrain, à anticiper les mouvements de l'ennemi, à garder son sang-froid quand les cris de guerre résonnent. Mais son père lui apprend aussi autre chose. Il l'emmène aux audiences, la fait asseoir à côté de lui pendant que les plaignants défilent et que les ministres débattent. Elle écoute les intrigues, les trahisons, les alliances. Elle voit comment un mot peut tuer aussi sûrement qu'une flèche. Comment un sourire peut cacher un poignard. Pendant ce temps, Akaba, son jumeau, apprend les mêmes leçons. Mais entre eux, une différence fondamentale persiste. Akaba est l'héritier, le futur roi. Angbei est sa sœur, sa future conseillère. Le soir, quand les cours sont finis, ils se retrouvent dans la cour intérieure du palais. Lui raconte ses peurs, ses doutes. Elle lui chante des mélodies pour apaiser son esprit. Elle est son rossignol, son refuge. Il est son bouclier, sa raison d'être. Puis, Wegbaja meurt. Akaba ceint la couronne. Angbei devient sa première conseillère, son bras droit, l'ombre qui conseille sans jamais chercher la lumière. Le royaume s'étend, repousse ses frontières. Mais au sud, un peuple résiste. Les Vémais, installés dans la vallée de l'Ouémé, refusent de se soumettre. Leurs pirogues filent sur le fleuve, leurs guerriers connaissent chaque marécage, chaque îlot caché. Akaba lève une armée. Angbei reste à Abomey pour gouverner en son absence. C'est la première fois qu'ils sont séparés, la première fois qu'elle ne peut pas le protéger. Et c'est là, en 1708, dans cette séparation, que le destin va frapper. La nouvelle arrive à Abomey comme un coup près. Un messager épuisé, les vêtements déchirés, les yeux hagards. Il refuse de parler à quiconque, exige de voir la princesse Angbei. Quand elle le reçoit, dans le secret de ses appartements, il s'effondre à ses pieds. Le roi Akaba est mort. Les médecins du camp n'osent pas se prononcer. Ce qui est certain, c'est que l'armée est en pleine déroute morale. Campée à quelques heures de marche des positions Vémais, et que l'ennemi sait que quelque chose ne tourne pas rond. Si l'armée apprend la mort du roi, ce sera la débandade. Le royaume, sans souverain adulte, le fils d'Akaba, Agbo Sassa, n'est qu'un enfant, deviendra la proie de tous ses voisins. Angbei écoute. Son visage reste de marbre. Elle ne pleure pas, elle ne crie pas. Elle demande seulement « Où est le corps ?» Le messager répond qu'il est toujours dans sa tente, gardé par les fidèles, que les généraux ont fait circuler le bruit d'une maladie contagieuse pour éloigner les curieux. Alors, dans le silence de cette chambre, Angbei prend une décision qui va changer le cours de l'histoire. Une décision si folle, si audacieuse, que personne n'oserait l'imaginer. Elle rassemble une poignée de gardes, ses plus fidèles, ceux qui ont grandi avec elle et son frère. Elle enfile des vêtements de voyage, se couvre le visage, et elle part pour le front. Le voyage est un cauchemar, la chaleur, la poussière, la peur de croiser une patrouille ennemie. Mais elle tient.
Quand elle arrive au camp, dans la nuit, les généraux n'en croient pas leurs yeux. Elle entre dans la tente de son frère. Elle le regarde, immobile, froid. Et puis elle lui parle, une dernière fois. « Dors, mon frère. Je vais finir ta guerre. » Au matin, une rumeur parcourt le camp. Le roi va mieux. Le roi est guéri. Le roi va prendre la tête de l'attaque. Les soldats, fous de joie, préparent leurs armes. Personne ne regarde trop attentivement ce roi qui garde la tête baissée. Ce roi dont la voix est légèrement plus grave. Ce roi dont les gestes sont peut-être un peu plus vifs. La ressemblance parfaite des jumeaux fait le reste. Hangbei, déguisé en Akaba, passe les troupes en revue. Elle sent leur peur, leur espoir. Elle sait qu'un seul faux pas, un seul regard trop long, et tout s'effondre. Mais elle tient. Elle parle de gloire, de vengeance, de victoire. Sa voix, cette voix de rossignol qu'elle a rendue plus grave, plus rude, galvanise les hommes. L'aube se lève sur la vallée de l'Ouémé. La brume flotte encore sur le fleuve, masquant les pirogues de guerre Ouémé. Hangbei, dans l'armure de son frère, regarde le champ de bataille. Elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. La mort de son frère ne doit pas être vaine. L'armée dahoméenne se déploie en silence. Les guerriers, divisés en compagnies, attendent le signal. Devant eux, les Ouémé ont pris position sur une colline, protégée par des palissades de bois. Leur chef, un colosse tatoué, les observe depuis le sommet. Hangbei lève son sabre. Les tambours de guerre, les chinkun se mettent à battre. Le rythme monte, s'accélère, enfle comme un cœur qui s'emballe. Les soldats poussent leurs cris de guerre et chargent. Ce n'est pas une bataille ordinaire. C'est un corps à corps féroce, sanglant, où chaque pouce de terrain se gagne avec des lames et des dents. Hangbei est au cœur de la mêlée. Elle frappe, part, esquive. Ses gardes personnels, une poignée de femmes dévouées qu'elle a formées en secret, forment un rempart autour d'elle. Ce sont les premières minots, les premières amazones, nées dans le sang de cette bataille. La chance tourne. Les Ouémé commencent à fléchir. Mais leur chef, voyant ces lignes céder, décide de jouer le tout pour le tout. Il rassemble ses meilleurs éléments et lance une charge désespérée droit vers le cœur de l'armée dahoméenne. Droit vers celui qu'il croit être le roi. Le choc est terrible. Les gardes de Hangbei tombent les unes après les autres. Et soudain, elle se retrouve face à lui. Le chef Vémé est immense, couvert d'amulettes, le regard fou de rage. Il brandit une hache de guerre massive. Hangbei n'a pas le temps de penser. Elle n'a que le temps d'agir. Elle esquive le premier coup, roule au sol, se relève. Le deuxième coup passe à un doigt de son visage. Elle voit l'ouverture. Son sabre, d'un mouvement appris 1000 fois, plonge dans le flanc de l'homme, entre les côtes, là où la peau est plus tendre. Le chef Ouémé la regarde, les yeux écarquillés. Il tombe à genoux, puis s'effondre. Autour d'eux, le silence se fait. Les Ouémé, voyant leur chef mort, jettent leurs armes et fuient. La bataille de Lee Se-sun est gagnée. Le royaume est sauvé. Dans la liesse de la victoire, Hangbei rentre au camp.
Les soldats chantent, dansent, acclament leur roi. Mais elle ne peut pas continuer ce mensonge. Elle convoque les généraux, les dignitaires, les prêtres. Devant eux, dans la grande tente du commandement, elle retire son casque. Les visages se figent, les regards se croisent. Une femme! C'était une femme! La honte et l'admiration se mélangent sur les traits des guerriers. Une femme les a menés à la victoire. Une femme a tué le chef ennemi. Puis la nouvelle se répand dans tout le royaume. À Abomey, le peuple est partagé. Certains crient au sacrilège. D'autres, les plus nombreux, acclament celle qui les a sauvés. Et puis, il y a une réalité incontournable. Le trône est vide. Agbo Sassa, le fils d'Akaba, est trop jeune pour régner. Il faut quelqu'un pour gouverner, pour maintenir l'ordre, pour continuer la guerre si nécessaire. Les prêtres consultent les oracles. Les dignitaires débattent pendant des jours. Et finalement, devant l'évidence de son courage, devant l'amour du peuple, devant la volonté des ancêtres qui ont protégé son secret jusqu'à la victoire, Angbay est proclamée reine du Dahomey. Elle devient la première femme à régner sur ce royaume guerrier, et elle va le faire à sa manière. Dès les premiers jours de son règne, Angbay comprend que sa position est fragile. Les dignitaires masculins acceptent son autorité en apparence, mais dans l'ombre, ils complotent. Elle a besoin d'une force qui lui soit entièrement dévouée, une force qui ne doive rien aux hommes, une force à son image. Elle regarde les femmes qui l'ont suivie sur le champ de bataille, celles qui sont tombées autour d'elle à Lisezoun. Elle regarde les veuves de guerre, les orphelines, les femmes sans protecteur. Et elle a une vision. Elle crée les minots, nos mères, dans la langue fon. Les Européens les appelleront plus tard les Amazones. Au début, ce n'est qu'une garde rapprochée, une centaine de femmes triées sur le volet, choisies pour leur force et leur loyauté. Mais Angbay ne s'arrête pas là. Elle veut en faire une véritable armée, structurée, redoutable. Les recrues arrivent de tout le royaume. Certaines sont des volontaires, attirées par la gloire. D'autres sont des filles difficiles que leur famille confie à la reine. D'autres encore sont des captifs de guerre qui voient là une chance de s'élever. Angbay organise son armée comme un homme n'aurait jamais osé le faire. Elle crée plusieurs corps distincts, chacun avec sa spécialité. Les Gbeto, les chasseresses, l'élite des élites, un commando formé pour les coups de main, les embuscades, les raids nocturnes. Elles chassent l'éléphant à la lance pour prouver leur valeur avant même d'intégrer l'armée. Les galamantos, les fusilières, équipés des longs fusils danois que les marchands européens échangent contre l'huile de palme et plus tard contre des êtres humains. Elles portent des casques ornés d'un caïman bleu, le symbole de leur régiment. Les Nikfetantok, les faucheuses, armées de machettes massives, lourdes comme des coupes-coupes de brousse. Leur tâche est macabre. Dans la mêlée, elles tranchent les jambes des chevaux ennemis ou achèvent les blessés d'un seul coup, propre, net, définitif. Les Akbaraya, les artilleuses. Elles manient les tromblons, ces armes lourdes qui crachent la mort à courte portée. Leur place est au cœur des formations, pour briser les charges ennemies. Les archères enfin, silencieuses et précises, leurs flèches trempées dans des poisons végétaux dont les prêtres seuls connaissent les secrets. L'entraînement est d'une brutalité inhumaine. Les recrues sont soumises à des épreuves que les hommes eux-mêmes refuseraient. On les fait courir nus dans des champs d'acacia, les épines déchirant leur peau.
On les envoie capturer des taureaux sauvages à main nue. On les habitue à la vue du sang, à l'odeur de la mort. On leur apprend à mépriser la douleur, la leur comme celle des autres. Leur statut est unique. Elles deviennent les épouses du roi, consacrées aux divinités, tenues à un vœu de chasteté absolue. Enfreindre cette règle, c'est la mort, mais en retour, elles jouissent d'un prestige immense. Quand elles marchent dans les rues, précédées par une cloche qui annonce leur passage, les civils baissent les yeux et s'écartent. Elles sont sacrées. Mais Angbé ne se contente pas de créer une armée. Elle veut transformer la société tout entière. Elle regarde les métiers, les castes, les traditions, et elle décide de tout bousculer. La forge, traditionnellement réservée aux hommes. Elle décrète que les femmes peuvent forger le fer, fabriquer les armes. Le tissage des pagnes royaux, un art sacré que les hommes se transmettent de père en fils. Elle ouvre les ateliers aux femmes. La poterie, la chasse, l'élevage, chaque domaine autrefois interdit devient accessible. Les dignitaires masculins s'étranglent d'indignation. Comment des femmes peuvent-elles manier le marteau du forgeron? Comment peuvent-elles approcher les buffles sauvages? Mais Angbé tient bon. Elle nomme des femmes à des postes clés dans l'administration du royaume, crée des contreparties féminines aux grands ministres. Une femme siège désormais aux côtés du Migan, l'exécuteur royal. Elle s'attaque aussi aux problèmes quotidiens de son peuple. À Abomey, l'eau potable est rare, mal répartie. Les quartiers éloignés du palais en manquent souvent. Angbé réorganise la distribution, confie cette tâche à des femmes de confiance. L'eau coule plus équitablement, plus régulièrement. Le peuple, dans les marchés, commence à chanter ses louanges. Pendant 3 ans, le royaume prospère comme jamais. Les récoltes sont abondantes, les frontières sont sûres, les voisins hésitent à attaquer ce pays gouverné par une femme dont on dit qu'elle a des pouvoirs surnaturels. Mais dans l'ombre du palais, un homme regarde cette réussite avec une rage qui le consume. Il s'appelle Dossou, le frère cadet de Angbé et d'Akaba. Pour lui, cette femme sur le trône est une insulte vivante. Elle n'est qu'une régente, une gardienne temporaire. Le trône revient à son neveu, Agbo Sassa, ou à défaut, à lui, l'homme le plus proche par le sang. Dossou tisse sa toile patiemment. Il s'entoure des dignitaires mécontents, de ceux que Angbé a écartés du pouvoir, de ceux que ses réformes dérangent. Les prêtres eux-mêmes, consultés en secret, murmureraient que les ancêtres ne voient pas d'un bon œil ce règne de femmes. Les rumeurs commencent à circuler. On dit que Angbé mène une vie dissolue. On dit qu'elle reçoit des hommes dans ses appartements. On dit qu'elle veut supprimer les cultes ancestraux. Des mensonges, tous, mais des mensonges qui trouvent des oreilles complaisantes. Angbé n'est pas naïve, elle sent l'orage venir. Mais elle se croit protégée par son armée de femmes, par la loyauté du peuple. Elle sous-estime la puissance des traditions. Elle sous-estime la haine que son frère lui voue. Dossou frappe là où ça fait le plus mal. Il s'attaque à son fils unique. Un enfant, sans défense. On ne saura jamais précisément comment il est mort. Ce qui est certain, c'est que Angbé retrouve son corps sans vie un matin, dans la cour intérieure du palais. La douleur est un abîme. Elle hurle, elle pleure, elle maudit les assassins.
mais elle ne peut pas les démasquer. Les preuves ont disparu avec la nuit. Elle sait que c'est son frère. Tout le monde le sait, mais personne ne peut le prouver. Et dans ce royaume où la parole du roi est loi, le silence des témoins est assourdissant. Le cercle se resserre. Les dignitaires, menés par Dosu, viennent trouver Angbei. Ils lui annoncent qu'elle doit abdiquer. Le conseil des anciens a parlé. Les prêtres ont consulté les oracles. Le règne d'une femme est terminé. Le trône revient à Dosu, qui prendra le nom d'Agadja. Angbei les écoute, debout, immobile. Elle a perdu son fils. Elle va perdre son royaume. Mais elle refuse de partir en silence. Elle refuse de s'incliner. Alors, devant ce conseil d'hommes réunis, devant son frère qui jubile en silence, elle entreprend son dernier combat. Elle défait son pagne. Elle se tient nue devant eux, offerte à leur regard, mais c'est elle qui les domine. Elle prend de l'eau et lentement, méthodiquement, elle lave ses parties génitales. Le geste est d'une obscénité absolue, mais aussi d'une dignité dévastatrice. Puis elle parle. Sa voix, cette voix de rossignol, résonne comme un tonnerre. Elle prédit la chute du royaume. Elle dit que parce qu'ils ont trahi une femme, parce qu'ils ont brisé l'équilibre sacré des jumeaux, le Dahomey sera conquis. Des hommes blancs viendront de la mer. Ils prendront la terre, ils détruiront les palais, ils réduiront les rois en esclavage. Et tout cela arrivera à cause d'eux, à cause de leur trahison. Les dignitaires reculent, frappés par la puissance de sa malédiction. Dosu, devenu Agadja, ordonne qu'on la chasse. Mais le mal est fait. La parole est dite. Agadja monte sur le trône. Et sa première décision est d'effacer Angbei de l'histoire. Il ordonne que son nom soit retiré des listes royales, que ses actes soient attribués à d'autres, que ses réformes soient oubliées. Il vole la création des Mino, faisant croire que c'est lui ou d'autres rois après lui qui ont formé ce corps d'élite. La condamnation de la mémoire est en marche. Mais on ne peut pas tuer une idée, on ne peut pas effacer un héritage. Les Mino, les Amazones, continuent d'exister. Elles se battent pour Agadja, puis pour ses successeurs. Mais au fond d'elles-mêmes, elles savent qui les a vraiment créées. Leur chant de guerre, scandé avant chaque bataille, le dit encore. Nous ne sommes plus des femmes, nous sommes des hommes. Ce n'est pas une revendication de genre, c'est un rappel que leur nature a été transformée, que Angbei les a fait renaître. Elles deviennent la terreur de l'Afrique de l'Ouest. En 1727, elles participent à la conquête d'Allada. En 1734, elles sont à la prise de Savi, la capitale du royaume de Ouida. Leur réputation grandit. On dit qu'elles ne connaissent pas la peur. On dit qu'elles sont invulnérables. Et c'est là que le mysticisme rejoint la réalité. Avant chaque bataille, les prêtres les préparent. Des scarifications rituelles sur leur corps, des talismans accrochés à leur cou, à leur taille, à leurs chevilles. Des potions à base de plantes, des décoctions qui engourdissent la douleur, qui galvanisent le courage. On les enivre parfois d'alcool fort pour qu'elles chargent sans retenue. Leur tactique terrorise l'ennemi. Elles ne se contentent pas de combattre. Elles espionnent, se déguisent, s'infiltrent. Parfois, les plus belles d'entre elles se font passer pour des marchandes, s'approchent des camps ennemis, séduisent les sentinelles. Et la nuit venue, quand l'homme dort repu, elles sortent le poignard caché et l'égorgent en criant leur nom de guerre. Les Européens qui les affrontent plus tard, au XIXe siècle, en perdent leur latin. Des officiers français écrivent « Elles se battent avec une audace incroyable. Elles tombent comme des lionnes.
Un légionnaire raconte avoir vu une Amazone, le ventre ouvert par une baïonnette, continuer à ramper vers l'ennemi pour lui trancher les tendons avec ses dents avant de mourir. Pendant 2 siècles, Angbay dort sous la cendre de l'histoire officielle. Les rois successifs, même s'ils utilisent son invention, n'osent pas prononcer son nom. Elle devient un fantôme, une légende murmurée dans les cours intérieures, transmise par les mères à leurs filles. Mais les fantômes finissent toujours par revenir. Au XXe siècle, après l'indépendance du Dahomey devenu Bénin, les historiens commencent à gratter la surface. Les récits oraux contredisent les listes officielles. Les chants traditionnels parlent d'une reine guerrière. Les descendants des grandes familles d'Abomey, interrogés, révèlent ce qu'ils ont toujours su. Angbay a existé. Angbay a régné. Angbay a créé les Amazones. La réhabilitation commence timidement, puis s'accélère. Des livres sont écrits. Des documentaires tournés. Son nom refait surface dans les manuels scolaires. On réalise que le féminisme africain a des racines profondes, bien plus anciennes que les mouvements occidentaux. En 2022, le Bénin inaugure une statue à Cotonou, 30 mètres de haut. Une femme fière, un enfant sur le dos, le regard tourné vers l'horizon. Officiellement, c'est un symbole de la femme béninoise. Mais les Béninois, eux, savent. Ils passent devant et murmurent son nom. À Abomey, dans une cour discrète du vieux palais, une femme s'assoit encore aujourd'hui sur un trône. Elle porte le titre de reine Angbay. Elle ne gouverne pas un royaume politique, mais elle dirige les cultes, les cérémonies annuelles. La flamme n'a jamais été éteinte. Alors, quand vous entendrez parler des Amazones du Dahomey, quand vous verrez ces images de guerrières au coupe-coupe dans les films ou les documentaires, souvenez-vous de cette nuit de 1708. Souvenez-vous de la princesse qui a revêtu l'armure de son frère mort. Souvenez-vous de la reine qui a lavé ses parties génitales devant ses bourreaux. Souvenez-vous de Tassi Angbay, la voix du rossignol, la mère des Amazones, la reine que l'on a voulu effacer, mais qui a choisi de crier plutôt que de se taire.